Monsieur Julien Dubois, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc là, on est reçu dans les bureaux de Dax. Donc en tant que maire de Dax, ça fait 4 mois que vous êtes en place. Je dirais, comment ça se passe ? Écoutez, la mise en place c'est très bien effectué avec un rythme bien évidemment effréné, puisque les premières semaines, les premiers mois, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, ont servi et ont été mis à profit pour recevoir le maximum d'acteurs de la ville afin de prendre les premiers contacts avec eux, de cerner avec eux leurs besoins, qu'ils soient du milieu social, économique, institutionnel, afin que nous puissions nous mettre en place et commencer à trancher sur les premiers dossiers. Ces premières semaines servent aussi à se mettre en place avec une administration qui a son fonctionnement, à cadrer les relations entre élus et membres des services, afin que tout fonctionne de la manière la plus rapide possible et la plus huilée possible. Alors justement, quand vous sortez du monde de l'entreprise avec des codes et des règles qui sont légèrement, ou je ne sais pas, légèrement beaucoup différentes qu'une administration ? Je dirais que le point commun à toute organisation, que ce soit celle d'une entreprise ou d'une collectivité, c'est l'humain. C'est comment on arrive à faire partager un projet par le plus grand nombre de personnes afin que tout le monde soit mobilisé pour atteindre ses objectifs et faire que ce projet soit mis en place. Donc que ce soit dans une entreprise, une association ou une collectivité, c'est la même chose. Après, effectivement, il y a des règles de fonctionnement et une pesanteur peut-être, une inertie qui est peut-être un peu plus forte dans une collectivité parce que aussi le nombre de personnes et d'agents est important et c'est surtout ça que nous travaillons afin qu'encore une fois, le fonctionnement soit le plus efficace possible. Surtout que je dirais, vous avez dû les solliciter très vite vu la situation actuelle. Oui, tout à fait. Il y a d'une part tout le programme que nous souhaitons mettre en place et puis il y a, je crois qu'on va y revenir plus en détail après, mais cette crise qui est la plus importante, pour parler clairement depuis l'après-guerre, qui nous incite à agir rapidement sur des secteurs bien particuliers afin que, encore une fois, à côté des projets structurants que nous souhaitons mettre en place, nous soyons là pour accompagner les différents acteurs de la ville et de l'agglomération, bien évidemment, pour qu'ils arrivent à vivre au mieux la situation bien particulière qui nous est imposée et que nous sortions de cette crise renforcée pour pouvoir mettre en place les solutions qui permettront à tout le monde de continuer son activité. Alors cette crise, justement, elle est très paradoxale parce qu'on savait qu'elle allait arriver, tout le monde en parlait, mais on a l'impression qu'elle n'a pas trop été prévue et qu'on travaille au coup par coup. Le gros problème que l'on rencontre avec la crise sanitaire, puisque c'est d'abord une crise sanitaire qui s'impose à nous, c'est le flou en fait dans lequel on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des informations qui tombent, des avis sur le virus, sur sa propagation, sur ses conséquences, qui sont parfois remises en question au fur et à mesure que l'on découvre de nouveaux éléments. Ce que nous devons faire, nous, élus locaux, dans cette situation, c'est réagir au plus vite au fur et à mesure que les informations tombent. On a des contraintes qui nous sont fixées par l'État pour que l'épidémie soit la plus jugulée possible. Et puis, nous, dans ce contexte, nous devons trouver les solutions pour que l'activité continue. C'est toute la difficulté de la situation, c'est toute la difficulté que de devoir agir avec des informations changeantes du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nous devons être réactifs, nous devons être à l'écoute et nous devons cerner les besoins de tout le monde afin que nous puissions continuer à vivre en fait dans ce contexte. Alors on va faire le point justement, cette crise sanitaire, c'est la deuxième vague qui est plus dure que la première. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'hôpital de Dax ? On constate que effectivement la première vague, comme on l'appelle, au mois de mars, avril, n'avait pas trop touché notre secteur et même notre région. La différence, effectivement, avec ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est que le nombre de cas de contamination est beaucoup plus élevé. Et que de ce point de vue-là, effectivement, les institutions comme l'hôpital de Dax pourraient être mis en tension de manière beaucoup plus forte. Et que de ce point de vue-là, d'ailleurs, ils ont réagi en tout d'abord mettant en place le plan blanc qui permet de focaliser les énergies pour permettre cet accroît potentiel de personnes supplémentaires dans l'hôpital et puis s'organiser pour pouvoir traiter les malades supplémentaires qui arriveront en son sein.
Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne coordination justement entre les cliniques, l'hôpital, les infirmiers, les médecins. Il y a vraiment une vraie entente ou c'est juste de surface? Non, non, c'est réellement le cas. Tout le monde est focalisé sur cet objectif. Et puis, c'est vrai que le premier épisode a aussi servi de leçon. Les leçons, elles ont été retenues. Et de ce point de vue-là, l'hôpital a pu très rapidement s'organiser et continuer à regarder la situation afin de adapter son organisation en fonction des nouvelles conséquences de l'épidémie. Est-ce que sans jouer à faisons-nous peur, parce que des fois on a un peu l'impression ça, on peut dire quand même aux gens qu'il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui on a dépassé la situation de la première vague? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Chaque fois que j'en ai l'occasion, et c'est aussi le cas aujourd'hui, il faut redire aux gens que le respect des gestes barrières, le respect du port du masque dans les endroits publics, le respect de prudence aussi dans le cercle familial, parce que c'est dans le cercle familial et amical qu'on a constaté que l'épidémie pouvait se propager le plus rapidement. C'est dans tous ces endroits qu'il faut que les gens continuent à être et à respecter une très grande prudence afin que nous arrivions enfin à faire baisser les taux de contamination. Alors, c'est un peu le paradoxe parce qu'on demande aux gens de faire très attention, mais par contre, on a un peu ouvert par rapport à la première vague, on a gardé les écoles, on a gardé le fonctionnement, on a gardé le BTP. Finalement, on ne voit pas trop de différence dans la semaine, on voit la différence sur le week-end. C'est toute la difficulté de fonctionner sur une ligne de crête, en fait, comme je l'ai décrite. On a d'un côté l'importance sanitaire, il faut tout faire pour que cette épidémie arrête de se propager dans les proportions importantes que l'on connaît, mais il faut aussi qu'à côté, la vie, notamment la vie économique, puisse continuer. C'est dans ce sens, effectivement, que les crèches, les écoles ont continué à fonctionner pour que les parents des enfants puissent eux aussi maintenir leur activité économique. À côté de cela, bien évidemment, on a toutes les procédures qui permettent de continuer à travailler dans des conditions sanitaires importantes. Il y a le télétravail et puis il y a l'adaptation du travail sur tous les lieux dans lesquels les personnes peuvent continuer leur activité. Alors je sais que la ville de Dax et le Grand Dax, parce qu'on va parler un peu des deux, vous avez pris des mesures très concrètes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment vous intervenez directement dans le quotidien des gens? Alors il y a eu bien évidemment dans un premier temps toute la réorganisation du travail des agents. Réorganisation qui devait se faire à l'aune d'un grand principe qui est celle de la continuité des services publics proposés à la population. Je souhaitais que tous les services publics qui continuent en fait aux personnes de continuer à vivre et de maintenir leur activité perdurent. C'est-à-dire que l'accueil en mairie et à l'agglomération, les services de la vie quotidienne comme l'état civil, comme le service urbanisme, comme le service du développement économique devaient continuer leur activité parce que le fait que les services publics continuent permet, encore une fois, à toute la population de continuer à fonctionner. Ça a été le premier principe qui a été suivi et pour lequel d'ailleurs les agents ont très bien réagi, ont très bien mis en place les procédures qui permettaient la continuité de ces activités. Et puis après, nous avons dû nous adapter concernant les lieux recevant du public. Ces lieux, qu'ils soient culturels, sportifs ou associatifs, ne pouvaient plus continuer justement à accueillir du public comme ils le faisaient auparavant. Nous avons dû donc d'une part les fermer à certaines activités et puis trouver les solutions pour que d'autres continuent à fonctionner sur des systèmes différents. Je prendrai par exemple la ludothèque ou la bibliothèque de la ville qui continuent à fournir leurs services, le prêt de livres ou de jeux, sous des formes différentes, sous des formes en fait permettant aux gens de venir récupérer les livres, les jouets ou tout autre service que proposent ces établissements sur un système de drive en fait avec réservation et de permettre encore une fois à la population de continuer de bénéficier de ces services. Alors, là, on voit tout ce qui continue. On va parler peut-être du plus gros, c'est ceux qui ont carrément arrêté, c'est le petit commerce. On a l'impression que il fallait une cible, c'est eux, parce qu'on ne voit pas en quoi le petit commerce est plus propagateur que les autres. Exactement. Ce qui a pu paraître surprenant, voire choquant au début, quand les décisions ont été prises, c'est qu'on considérait que le virus circulait moins, en gros, dans une grande surface, qui pouvaient continuer à vendre
tous les produits qu'elle vend en longueur d'année, que ce virus circulerait plus dans ces grandes surfaces que dans des commerces de proximité qui avaient mis en place toutes les procédures qui permettaient de venir acheter chez eux sans risque. Et c'est vrai que je m'en suis ému auprès des services de l'État et de leurs représentants locaux, et que j'ai relayé effectivement auprès des parlementaires aussi toutes ces interrogations. Alors effectivement, il y a eu du coup des décisions différentes qui ont été prises au niveau national, et notamment l'interdiction, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, de continuer à vendre les produits qui n'étaient pas jugés de première nécessité dans les grandes surfaces. Ce qu'il faut surtout, dans la période actuelle de mon point de vue, c'est que ces commerçants à qui on a imposé une fermeture administrative soient compensés et dédommagés à 100% des charges fixes qu'ils doivent supporter à longueur d'année. C'est-à-dire que quand les charges fixes continuent, les loyers, les salaires, tout ce qui fait le fonctionnement d'un commerce, alors que les recettes ne sont plus présentes en face, eh bien, il faut que l'État, effectivement, et c'est dans ce sens que va le gouvernement depuis quelques semaines, il faut que tous ces commerçants puissent être compensés afin qu'ils puissent passer cette crise dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, ce qu'ils nous demandent, et ce qui est vraiment très fort dans les dialogues que nous avons avec eux, c'est qu'ils soient prêts, et nous soyons prêts à les accompagner dès que ce confinement numéro 2 sera terminé. C'est-à-dire qu'on mette en place toutes les ressources possibles pour que leur activité puisse se reprendre avec des effets de levier, afin qu'ils puissent compenser dans la mesure du possible le manque d'activité qu'ils connaissent actuellement. Pour beaucoup de ces commerces, Noël est une grosse partie aussi. Or, si les infos qui circulent, Noël va être encore en confinement ou très près du confinement. Comment on va faire? Exactement. On a encore des interrogations sur les fêtes de Noël qui, bien évidemment, constituent et génèrent une grosse partie du chiffre d'affaires annuel de toutes ces entreprises. Donc, effectivement, on garde encore espoir que sur le mois de décembre, les choses se décantent peu. Il doit y avoir des annonces du gouvernement prochainement à ce niveau-là. Donc, on a espoir que ces commerces puissent rouvrir pour les achats de fin d'année. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre que ces commerces puissent rouvrir pour faire tous ces achats-là. Il ne faut pas tomber dans la facilité qui consisterait à aller acheter sur Internet, parce que toute l'offre sera disponible, je l'espère, localement prochainement, et que tout le monde aura le temps de consommer dans notre centre-ville ou ailleurs dans la ville de Dax. Le deuxième très touché, ce sont toutes les associations culturelles, sportives. Là, comment on peut intervenir, comment vous pouvez participer avec eux à ce problème? Parce qu'il n'y a plus personne, il y a aussi des frais. Voilà. Alors, sur les associations, le phénomène est un peu différent parce que, d'une part, de ce qu'ils me disent, c'est vrai qu'ils ont eu des charges moins importantes aussi, puisqu'il y a des actions qu'ils n'ont pas eu à mener. Et de l'autre côté, effectivement, il y a le fonctionnement quotidien qui, lui, génère son lot de frais de fonctionnement fixes. Ce que nous attendons, c'est de voir avec eux, effectivement, d'avoir un état des lieux précis à la fin de l'année sur leur situation, et avec les services et les adjoints et les élus en charge de ces sujets, nous les rencontrerons individuellement de faire un point précis avec eux. Mais la grosse crainte qu'ils ont aussi, c'est la perte de mobilisation de leurs bénévolats. On a des associations qui, presque pendant une année, n'auront pas organisé les manifestations qu'ils organisent d'habitude. Et de ce point de vue-là, il y a un gros risque, c'est que tout le bénévolat qui constitue la force vive de ces associations soit démobilisé. En gros, que les gens soient passés à autre chose, et que lorsque l'activité reprendra, ces forces vives ne soient plus là. C'est de ce côté-là aussi que nous les accompagnerons pour les aider à remobiliser et faire que les actions qui étaient menées jusque-là puissent encore continuer. Alors, dans le sport, il y a deux cas particuliers, j'aurais tendance à dire. C'est les amateurs, on a arrêté, on attend et on verra. Les professionnels ont toujours le droit de jouer. Et puis on a deux, à la limite, qui sont le club de rugby et le club de basket au niveau de Dax, qui sont professionnels, mais et qui, eux, dès le 1er décembre, risquent d'avoir un problème. Est-ce que vous, en tant que Grand Dax et Ville de Dax, vous allez avoir des actions vis-à-vis d'eux pour les aider s'ils sont à huis clos, qu'ils puissent quand même continuer à fonctionner? Là encore, sur ce sujet-là, une nouvelle fois, la difficulté, c'est le flou.
C'est-à-dire que pour décider d'actions à mener, ce qu'on aime, c'est connaître les conséquences des actions que nous prendrons. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, comme vous le disiez, si les compétitions reprendront avec du public ou à huis clos. Il y a un aspect important pour ces clubs-là aussi, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est-à-dire les réceptions qui ont lieu avant et après le match pour faire venir vers ces clubs des partenaires. Aujourd'hui, tout ça est impossible et ça générera de grosses difficultés effectivement sur les finances des différents clubs. Donc nous attendons de voir, nous sommes bien évidemment là aussi dans un dialogue étroit et très régulier avec les clubs dont vous parlez, afin que nous puissions identifier avec eux les difficultés qui seront posées par la situation. Bien évidemment, la collectivité locale ne pourra pas assumer tous les manques qui seraient à constater, mais notre devoir c'est aussi de peser au niveau national afin que les compensations prises notamment par les fédérations soient à la hauteur des enjeux et des difficultés qu'ils connaîtront. Mais on peut d'ores et déjà penser que ce soit pour le sport amateur, le sport semi-professionnel ou le sport professionnel, les conséquences seront très profondes. Alors, comme on dit, on est tellement dans le flou que la vie continue aussi. Donc Noël, après Noël, on arrivait sur une période électorale qui vont être les départementales et régionales. Déjà, là, est-ce qu'on a des informations? C'est là aussi le flou, ça va avoir lieu, ça ne va pas avoir lieu. Oui, je crois qu'il y a des interrogations au niveau gouvernemental quant à la possibilité en fait, d'organiser ces élections au mois de mars. Parce que on peut se douter qu'au mois de mars, on sera encore dans un contexte sanitaire bien particulier. Donc il y a des hypothèses qui tendraient aussi peut-être à reporter ces élections en juin. En tout cas, rien de certain. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut travailler que sur des hypothèses de date de ce point de vue-là. Ouais. Alors en parlant d'hypothèses, vous avez pris la mairie de Dax, vous avez pris le Grand Dax, donc est-ce que vous allez dans votre continuité prendre le département? Alors aujourd'hui, comme vous vous en doutez, rien n'est décidé. Et puis c'est vrai qu'on est focalisé sur des actions liées à la crise sans précédent que nous connaissons, qui sont bien à côté de ces considérations électorales. Bien évidemment, je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt pour vous dire que oui, des discussions sont en cours au sein de ma famille politique afin de tout faire pour que les candidatures soient unies, pour que les chances de remporter les élections dont vous parlez soient maximales. Donc oui, des discussions sont en cours, mais bien évidemment, elles ne sont pas abouties au point de déterminer les candidatures aujourd'hui dans les cantons ou au niveau départemental pour les élections régionales. On arrive à la fin de cet entretien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux Dacois et aux gens qui habitent sur le Grand Dax pour finir cet entretien? Leur dire que c'est avec beaucoup de satisfaction et de passion que j'accomplis mon mandat depuis ils m'ont fait confiance lors des différentes élections qui sont succédées cette année. C'est vraiment pour moi quelque chose de passionnant, de très prenant, qui mobilise beaucoup d'énergie, mais j'y suis à plus de 100% au quotidien et ils peuvent être assurés que je suis là à leur côté pour prendre les décisions qui s'imposent et qui feront que tous ensemble, nous sortirons par le haut de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Toute l'équipe, les équipes qui m'entourent sont mobilisées et c'est vraiment une grande satisfaction de travailler au quotidien avec eux et au service des Dacoises, des Dacois et des Grands Dacois. Merci beaucoup. Merci à vous.